un des princes des nuits parisiennes, un des princes de la critique littéraire française, romancier, DJ à 16h, si j'ai bien compris. Frédéric Becbédé, notre invité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Habiker. Ah, j'aime bien quand vous faites comme ça, monsieur Habiker. Voilà, c'est ça, la courtoisie. Frédéric, c'est un retour aux sources ici, puisque c'était votre plateau quand vous animiez le Cercle sur Canal+. Oui, pendant 10 ans, et je suis un tout petit peu vexé que vous preniez ma place, comme ça, de manière un petit Vous voulez peu... qu'on inverse? Vous voulez tester le siège? Venez voir. Si c'est gentil. Venez voir si ça vous va toujours. Ah, mais pas longtemps, parce que ça va les déstabiliser en régie. Mais... Tout pour Poussez-vous, l'invité, David. poussez-vous. Poussez-vous. Alors, Bonsoir la France. Ce soir, alors où sont les fiches? Frédéric Becbédé, bonsoir. Donc Bonsoir. vous venez de publier le 3e volet de vos conseils de lecture à l'attention des survivants que nous sommes. Merci de m'inviter. Comment faites-vous pour avoir autant de talent? J'allais vous reposer la question, Frédéric Becbédé, mais bon, ça commence tôt, la vocation littéraire. Vous voulez qu'on échange parce que je pense que vous avez des choses plus intéressantes à raconter que moi. c'est toi qui as l'air mal à l'aise. Non, il y a Théo. pas- Ah bah, moi, j'ai pas écrit son livre, alors je peux pas me mettre à sa Ce qui est place. vrai, c'est que Dites. la position d'invité C'est vrai. est moins confortable que celle d'animateur. Ça Quand, dépend. quand tu animes, tu contrôles tout, et quand tu es là, Ouais. tu sais pas ce qui va Tu t'arriver. te laisses embarquer. moi, j'ai retourné un bon livre. Allez, laissez-vous embarquer. Allez, on fait Faites-nous le swap. Mon Dieu. Ah, ce monde médiatique de connivence. Frédéric. Bonnet blanc et blanc bonnet. Frédéric Becbédé, le 11 et 12 juin, vous proposez au Bataclan, vous allez monter sur scène pour un seul en scène, et vous allez faire un DJ set littéraire. Oui. Alors, ça a l'air très branché comme ça, mais enfin, la littérature est au cœur de cette affaire. Vos 30 ans de carrière, parce que mine de rien, le premier livre doit avoir une trentaine d'années. 1990. Voilà, alors racontez-nous ce qui va se passer au Bataclan pour fêter ces 30 ans de carrière. En gros, c'est une lecture voilà, de morceaux choisis de mes œuvres. Mais pour agrémenter tout ça, je voulais aussi passer des disques. En fait, j'aime deux choses dans la vie, c'est lire des livres et écouter de la musique. Donc, je me fais plaisir. Je voulais faire tout moi-même, c'est-à-dire avoir des platines, un micro, lire des textes et envoyer des sons. C'est dur. Je n'y suis pas arrivé. Ah oui. Parce que pour lire correctement, il faut quand même être un peu concentré. Du coup, Jérémy Lippmann, qui met en scène ce spectacle, a demandé à DJ Pone. Ah, qu'on adore. Ah, Birdie voilà. Nam Nam. Et il était sur scène avec NTM à Bercy pour les 2 dernières. Donc C'est un DJ super Pone, DJ. c'est un grand DJ. Ouais. Eh bien, il a accepté. C'est Thomas dans la vie, DJ Ouais. Pone. Ça Et veut de dire mettre qu'on... vos Et musiques. donc, il va passer un choix qu'on a fait ensemble. La playlist de votre vie, j'imagine. Voilà, de musiques Ouais. qui vont avec chaque livre, Avec les livres. chaque extrait de livre. Super. Et franchement, c'est très, très intéressant ce qui se passe. Alors, on vous connaît un peu, dilettante, etc., déconnant sur les plateaux, mais mais c'est vrai. Un peu dilettante. Un seul. Non, mais un seul. feignasse à la non, mais radio. quand Bien je dis un peu dilettante, mais quand il fait un livre, il le fait sérieusement. Oui. Quand il fait une critique de livre, il la fait sérieusement. Mais pour préparer un seul en scène, pour raconter sa vie littéraire et partager des morceaux de littérature avec ses lecteurs, ses amis et ses fans, ça se prépare au millimètre ou alors vous y allez comme ça? Je suis en répétition. Oui, c'est quand même. Ça dure 1h30, 1h15 peut-être, si je lis vite. Et il y a des moments vraiment. Je pense que c'est assez marrant. Il y a d'autres moments où c'est mélancolique, nostalgique. Je compare un peu ma vie d'avant avec cette non-vie que je traverse en ce moment depuis 16 mois. Donc Vous n'êtes pas tout seul, hein? Oui, Ouais. c'est assez. Alors, ce qui va être, c'est un hasard parce que le spectacle était prévu le 15 décembre et finalement il est reporté au 11 et 12 juin. Mais ça coïncide avec la réouverture des restaurants, donc il va y avoir une ambiance un peu de libération. Un peu électrique, surtout si vous faites boîte de nuit en même temps que cercle littéraire, quoi. Et alors ça, nous n'avons pas le droit de le faire. Et vraiment, je serais très choqué si les gens se mettaient à s'amuser pendant mon Pendant le DJ set spectacle. littéraire. Ça, c'est un peu faux cul, là, ce que vous nous Ouais. faites, là. Parce que moi, je ne suis pas un irresponsable ni un assassin comme tous ces gens qui se serrent la main et s'embrassent. Allez, on arrête le second degré. Vous vous êtes fait connu avec une formule et un titre, L'amour dure 3 ans. 30 ans de carrière, ça veut dire que vous avez été C'est-à-dire rattrapé. que la carrière dure plus que l'amour. Oui. La carrière dure plus que l'amour, ou est-ce que C'est l'amour de la littérature a été plus fort que l'amour? Ah, oui, peut-être, peut-être. Bon, vous savez, L'amour dure 3 ans, c'est un livre que j'ai publié en 1997. Vous aviez quel âge pour qu'on Je remet devais avoir- 26, 27, 28? Oui, j'étais un petit peu trop jeune pour savoir ce que c'est que l'amour, en réalité. Donc c'est un livre assez immature, mais qui a le charme de l'innocence et de la désillusion, parce que j'étais très malheureux quand j'ai écrit ce livre. Quand vous avez sorti ce livre, on se disait, bon, c'est un jeune premier de la littérature, il va en faire un, il va en faire deux, puis après, la mode va passer. Vous êtes toujours là.
question aussi sérieuse, comment vous avez duré, Frédéric Beigbeder, en étant dans l'air du temps, à la mode, en sortant vos livres régulièrement, en ayant 2 prix littéraires, le Renaudot, l'Interallié. Les films aussi. Pardon ? Les films, ouais. Les films aussi. Oui, écoutez, le boulot quand même. c'est difficile de vous répondre. Je pense que ça ne se calcule pas. Je pense que c'est un miracle d'être toujours publié. J'ai beaucoup de chance. Vous bossez ou pas ? C'est vrai, quand je regarde la liste des lauréats des prix, souvent ils font un livre et puis après, ça ne dure pas. C'est vrai que ce qui est le plus compliqué, c'est d'avoir des lecteurs fidèles qui suivent, qui continuent de s'intéresser. C'est vraiment une chance. Et nous ne sommes pas si nombreux. Donc, Et alors, comment ça c'est pour ça que je touche du bois. Comment ça s'explique ? Franchement, moi, je n'ai pas beaucoup d'imagination, alors je pars toujours de sentiments très sincères, soit de la colère, soit de l'émotion, soit... De la peur de vieillir ? Oui, des angoisses, ce qui m'inspire, c'est vraiment la vérité, quoi. C'est-à-dire que, en plus, j'attends d'être dans un état un peu d'excitation et d'énervement quand j'écris, ce qui donne peut-être une sorte de rythme. Il faut qu'il m'arrive des expériences malheureuses, il faut qu'il m'arrive... Et vous les provoquez jamais ? Quelquefois, je les provoque, quelquefois, je les cherche un peu. Ouais. C'est vrai que Oui. Windows Underworld, qui vous a valu le prix Interallié, c'était le 11 septembre, l'inspiration. Un roman français, c'était votre vie familiale, qui n'était pas de tout repos. Oui, puis c'était une arrestation par la police, exactement, une garde à vue. Ouais. Quand il se passe un événement comme ça, je me dis toujours qu'il faut s'en servir, il faut essayer de comprendre comment on en est arrivé là, pourquoi il y a un incident. Alors, vous êtes romancier, Frédéric Beigbeder, mais vous êtes aussi un passeur. Vous publiez le 3e volet d'un recueil de recommandations littéraires, d'une certaine façon. Alors, à chaque fois, vous annoncez la fin du monde, et à chaque fois, vous dites, si c'est la fin du monde, voilà ce qu'il faut avoir lu, voilà ce qu'il faut emmener dans un camp survivaliste en forêt, pour ne pas s'emmerder, quoi. Alors là, grosso modo. en plus, j'annonce la fin du monde depuis longtemps, mais elle a vraiment eu lieu avec Plusieurs la fermeture des librairies pendant 5 mois en France. C'était assez inimaginable qu'une chose pareille puisse arriver. C'est arrivé, et donc une fois de plus, vous voyez, je me mets en colère, ça me galvanise. Vous mettez en colère, mais enfin, très franchement, voilà. Les librairies ferment. Aujourd'hui, on a quand même accès à beaucoup de textes qui sont en ligne, on peut lire sur Internet. On pouvait aussi supporter la fermeture des librairies, ou c'était absolument insupportable. Vous preniez le maquis, vous. Symboliquement, ça m'a agacé. Et je trouve que l'idée que la police empêche les gens d'aller dans des librairies en 2020, c'est assez incroyable, quoi. On a l'impression d'être dans un roman de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, vous voyez. Donc, du coup, je me suis dit, il y a ce problème de l'hygiénisme, non seulement sanitaire, mais aussi moral, mental. Et qu'on est en train d'aseptiser le monde, de vouloir protéger les citoyens, les protéger contre des virus, mais aussi peut-être contre la liberté d'expression, et de limiter tout ça. Donc je me suis un petit peu énervé dans ce livre en choisissant des romans et des ouvrages qui peut-être réveilleront les lecteurs. Voilà. Alors ça, c'est l'entrée en matière. Vous faites une entrée en matière avant de proposer aux lecteurs des critiques de bouquins. Alors je le dis, il y a eu les Lagarde et Michard, que certains qui sont nés avant l'an 2000 et avant les années 80 connaissent quand même. Moi, je connais. Les Lagarde et Michard, c'est des institutions pour les gens de nos âges. Vous, mesdemoiselles, vous ne pouvez pas... Mesdames, pardon. Moi, je les ai connus, mais parce qu'il y en avait à la maison, bien sûr. Bon, il y en avait à la maison. Moi, il n'y en avait pas à l'école, mais c'est super. Et puis c'est fini. Et maintenant, pour bouquiner ou avoir des recommandations de lecture et des explications de texte, on lit Beigbeder. Est-ce que c'est aussi académique ? Non, c'est pas aussi académique parce que Frédéric Beigbeder fait une longue entrée en matière pour justifier ce qui va suivre en disant, effectivement, au terme d'une année et demie presque de Covid, on nous a interdit les librairies et puis surtout, on veut contrer le virus moral, quoi. Et vous dites, attention à la littérature politiquement correcte. Oui. Et vous ressuscitez un vieux débat, on va essayer d'être le plus pédagogique possible. Un vieux débat de critique littéraire, j'ai nommé entre Proust et Sainte-Beuve. Proust expliquant que un auteur peut être un salopard s'il écrit des belles choses, et même s'il écrit des choses noires, s'il a du talent, c'est ça la littérature. Oui. Alors, pourquoi vous avez choisi cet angle-là ? Il ne le dit pas tout à fait comme ça. Ouais. Il distingue le moi social, celui qui va dans les dîners ou qui aujourd'hui irait peut-être à la télévision, et puis le moi intérieur qui est celui qui produit l'œuvre, qui écrit seul dans sa chambre, tapissée de liège. Et du coup,
Oui, je pense que la distinction est toujours d'actualité. C'est-à-dire que moi, mon rôle en tant que critique littéraire, c'est de juger uniquement l'œuvre. Cela dit, je suis assez beuvien parce que j'aime beaucoup parler aussi de la vie de l'auteur. Donc je suis plein de paradoxes. Je pense quand même qu'on ne juge pas un livre sur le casier judiciaire de l'auteur, ni sur sa couleur de peau, ni sur son genre. On va d'abord juger le texte. On va prendre des exemples. J'ai derrière moi le portrait d'auteurs qui ont été plus ou moins inquiétés pendant leur vie. Alors, il y avait les auteurs collabos, on a aussi Matzneff l'année dernière, évidemment pour des accusations de pédophilie. Là encore, est-ce qu'on peut lire des gens dont le parcours est abominable en fonction de critères contemporains? Vous, c'est ce que vous dites en fait. Ah, moi, bien sûr, oui. Moi, je pense que les artistes doivent être déraisonnables, hors normes, et qu'on n'est pas là pour juger leurs crimes. S'ils ont commis des crimes, c'est à la police et à la justice de s'en occuper. Et même s'ils racontent les crimes dans les livres en question que nous lisons. Bah, bien sûr, oui, bien sûr. Moi, je pense que peut-être qu'à ce moment-là, il faut quand même, si jamais la personne dit des choses abominables, il faut peut-être faut vérifier, quoi. Se renseigner ou voilà, ou peut-être... je ne sais pas. Mais il y a une réflexion au départ dans votre bouquin politique, enfin, sur la littérature et le politiquement correct. Vous dites « Cet ouvrage est un choix de 50 livres sélectionnés arbitrairement par un mâle, blanc, hétérosexuel, français, de plus de 50 ans, qui, pour aggraver son cas, est né à Neuilly-sur-Seine. » Ça fait beaucoup. Finalement, il en faut peu pour être marginal aujourd'hui. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Ben oui, moi je suis une victime, mais personne ne le sait et ne le croit. Et vous dites « Les meilleurs livres sont souvent salaces, répugnants, couverts de crachats, obscènes, ils exploitent ce qu'il y a de plus voyeur en nous, ils exposent ce que la société voudrait masquer, ils révèlent la face obscure de notre humanité, ils fabriquent du beau avec du pervers, ils explorent les limites, dépassent les bornes, enfreignent les interdits, mais surtout, ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. » Vous avez 5 heures, Frédéric Beigbeder, pour justifier ça. C'est la nature humaine. Je pense que, vous voyez, j'ai mis en tête de ce hit parade Colette, Le pur et l'impur, et je trouve ce titre... Non seulement c'est son plus beau livre, mais ce titre résume tout. Il y a toujours eu deux camps. Il y a ceux qui pensent que l'art doit être purifié, que l'être humain doit être amélioré, doit être parfait. Et puis il y a ceux qui pensent que non, le monde est impur, nous sommes imparfaits, nous sommes faibles, nous sommes maladroits, nous pouvons être des salauds. Il y a ça en nous, il y a le bien et le mal en nous. Et il ne faut pas départager les deux. Colette, elle aime autant le pur que l'impur. Et ce qui est intéressant, vous citez une femme, parce qu'on pourrait citer des hommes, parce que souvent on cite les hommes pour dire il est marginal, il est très très à droite, il a collaboré, c'est un salaud, etc. Et en fait, vous, dans votre sélection, vous dites peut-être que le politiquement incorrect de demain, il appartient à des femmes. Et vous citez évidemment Colette, mais bon, ça c'était hier, mais surtout Emma Becker, qui a fait un livre sur son expérience de prostituée. Elle s'est immergée dans une maison close et elle s'est prostituée, et elle a raconté ensuite, d'une façon plus, un récit. Vous évoquez aussi Virginie Despentes, qui quand même, à chaque publication ou tribune, ne laisse personne indifférent. Elle se marre, Émilie Mazoyer. Je l'aime tellement. Moi, je l'aime pas. Là, ça me fait plaisir. Moi, je l'aime pas, mais je trouve que c'est formidable qu'elle existe. Non, mais donc voilà, c'est comme ça. Oui, j'ai mis Vernon Subutex, le tome 1 et le tome 3, parce que j'étais moins convaincu par le tome 2. Mais je trouve que, quand même, c'est assez prodigieux la manière dont elle arrive, tout en ayant un style très contemporain, à ressusciter le roman réaliste balzacien, finalement très classique. Ouais. Et c'est ce mélange de classicisme et de délire qui est hyper intéressant chez elle. Je voudrais qu'on revienne sur la façon dont vous transmettez. C'est un livre de critique, on se dit c'est un livre de critique littéraire, on se dit, bon, parler d'un bouquin qu'on n'a pas lu et qu'on lira pas forcément, et acheter le bouquin du critique, on se dit on va pas y arriver. Et vous y arrivez. C'est-à-dire que chaque critique, on la lit, on dit mais où est-ce qu'il nous emmène, comment il fait, etc. Le publicitaire est là, l'homme de plume, mais il y a une vraie générosité quand même. Je pense qu'il y a un bon argument commercial pour ce livre, c'est que vous lisez ce livre et vous en avez lu 50 d'un coup. Oh, arrêtez. Donc vous pouvez aller après faire croire que vous avez tout lu, Vernon Subutex, c'est des fiches de lecture. Colette, d'une œuvre, comme au Les mémoires d'une jeune fille rangée, Tendre et la nuit. Vous êtes toujours auto-dévalorisé avant qu'on vous fasse des reproches. Ça, c'est une constante dans vos prises de parole parce que vous avez peur d'être jugé. Vous vous dites, je vais me juger moi-même, je vais me mettre plus bactère, comme ça, je ne vais pas avoir trop d'éclaboussures. Oui, c'est vrai. Mais ça, j'ai copié ça sur François Nourricier, qui m'a précédé au Figaro magazine, qui faisait le feuilleton littéraire et qui n'a jamais cessé toute sa vie de dire du mal de lui-même avant que les autres ne le fassent. Voilà. C'est un bon système. Oui, c'est un bon système. Et qu'est-ce que vous pensez des critiques de vos livres ?
Elles vous font mal? Ça peut être très pénible quand les gens disent la vérité. Ouais. Non, mais c'est que... il faut arriver à ne pas les croire quand ils sont gentils. Parce que quand vous avez trop de compliments, ça endort un peu. Ouais. On les relie en se caressant. Voilà. On prend comme un bain moussant mental. Ouais. Et je pense qu'il faut garder une grande sévérité envers soi-même. Il faut être intransigeant. On parlait de politiquement correct, on va parler d'un réalisateur politiquement incorrect qui choisit bien ses bandes originales, c'est Quentin Tarantino, Émilie. Oui, Pulp Fiction. On va en parler, Frédéric Becbédé, c'est entièrement de votre faute. Je vous confesse que le dimanche soir, j'adore vous écouter sur France Inter, Le Masque et la Plume, et que dimanche dernier, vous vous êtes tous acharnés sur Adeline Dieudonné et son roman Kérosène en disant « c'est provoque, c'est dégueulasse, c'est trop trash, c'est du vomi ». Non, je suis le seul qui a défendu le mauvais goût. Oui, enfin, cette ambiance-là, ça m'a rappelé, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, c'est vrai que vous l'avez un petit peu défendu, 1994, le Festival de Cannes, Tarantino gagne la Palme d'Or, et là les gens, pareil, disent « non, c'est dégueulasse, c'est du vomi, c'est pas possible ». La salle sifflait, il a récupéré sa Palme d'Or, il leur a fait un doigt comme ça, c'était génial. Bref, donc j'ai pensé, à cause de vous, grâce à vous, cher Becbédé, à Pulp Fiction, et j'ai réalisé que le film allait bientôt avoir 30 ans. Je me suis dit que c'était donc pas superflu de rappeler à la nation tout entière, réunie ce soir sur Canal+, à quel point la bande originale de ce film est une merveille. C'est là qu'on fait comme ça. Ah ouais. Dick Dale, évidemment. Alors, en bande originale, il y a 2 écoles. Il y a les réalisateurs qui demandent à de grands compositeurs de leur écrire des bandes originales incroyables. Vladimir Cosma, John Barry, Ennio Morricone, il y en a plein, ce sont des génies. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, on préfère la 2e école, celle qui nous fait chanter, en fait, au cinéma. Cette idée de faire d'une bande originale une compilation. C'est très à la mode depuis les années 60, depuis Easy Rider. En gros, c'est là qu'on a commencé à faire ça. Et c'est un grand kiff de Quentin Tarantino. Il adore mettre ses chansons préférées dans ses films, un peu comme au collège quand un garçon qui vous drague vous fait une cassette. Oui. Bah voilà. Tarantino, je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait, et ça n'a jamais marché. Vous trahissez quand même une autre génération, parce qu'aujourd'hui, c'est plutôt des playlists. Hein. Oui, des playlists. Cliquez sur le lien. C'est moins sexy que la cassette. Oui, la cassette, c'était joli. La cassette, on se donnait du mal en plus. Oui. Moi, j'ai fait des cassettes comme ça et des râteaux derrière énormes. Quoi. C'est pas vrai. Jean-Claude Duss, jamais. Oui. 0. Oh. Finissez. Minou. En tout cas, dans Pulp Fiction, Finissez. tout est choisi avec amour dans plein de styles différents. Il y a énormément de surf music. Au moment où la bande originale sort, plus personne n'en parle de ce style musical avec beaucoup de guitare, très peu de paroles et un petit côté musique de film Ennio Morricone. En fait, quand on entend ça, on ne sait jamais si on va voir arriver des surfeurs, des cow-boys ou des mafieux. On est pas mal avec les Tornadoes, qui font partie donc de la BO Pulp Fiction. Alors il y a des tubes, il y a des trucs plus connus évidemment dans la BO, mais c'est jamais évident. On a souvent comparé, et c'est un film qui est à peu près de la même époque, avec la BO de Forrest Gump, qui est pleine de tubes aussi. Grosse différence, et ça vexe énormément Tarantino quand on les compare. Dans Forrest Gump, si on est dans les années 60, on écoute une chanson des années 60. Et puis on suit le film avec les mêmes chansons, les chansons de l'époque. C'est chronologique, c'est logique. Il déteste ça, Tarantino. Il dit « J'évite ce grossier procédé à tout prix ». Dans tes dents, Forrest Gump, donc, Pulp Fiction, l'idée c'est que ce soit pas littéral et que aucun élément ne vous aide à dater le film, ni les fringues, ni les chansons. On est à la fois dans la surf music des années 60, mais aussi avec Kool and the Gang dans les années 70. Et on peut retourner dans les années 50 avec Chuck Berry. Ah voilà, c'est là qu'on fait ça. C'est là, c'est là, oui, c'est vrai. C'est là. C'est là. Ah ben oui, faisons-le. Hein. Voilà. Après tout, c'est l'occasion ou jamais. Pourquoi pas. Alors, on change aussi tout le temps d'humeur en regardant Pulp Fiction. On est envoûté par la voix ultra sexy de Al Green. Oh, baby. Il y a souvent de la musique pour faire crac-crac dans les Tarantino. Mais on va se calmer tout de suite avec un bon gros tube country. Clac, Al Green, fini. Ah, ça vous Ça peut le faire aussi. Ça peut le faire aussi. Pardon. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Un peu comme dans le film, quoi. On passe d'une scène de danse à un débat très sérieux sur le massage des pieds. Le secret de Tarantino, en fait, c'est qu'il écrit ses films
autour des chansons. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on entend Chuck Berry, on est obligé de faire Bah ça, et on voit Travolta, pardon, et on voit Uma Thurman, et c'est complètement imprimé dans nos cerveaux, c'est parce qu'en fait, il commence par choisir une playlist, et ensuite il écrit le film avec des scènes qui sont fabriquées de la meilleure façon pour intégrer les chansons. Je veux dire, c'est du vice. Il y a des réalisateurs qui devraient écouter de la musique plus souvent. Mais oui, mais c'est absolument génial. Alors, il y a aussi dans ce film un tube de l'époque, 1990, c'est même un tube qui a été fabriqué par le film. Tarantino, il bossait dans un vidéoclub, il adore ces petits magasins comme ça, il allait chez un disquaire et dans une solderie, à côté de chez le disquaire, il a trouvé une poubelle et dans la poubelle, un CD, un groupe, Urge Overkill, je ne savais pas qui c'était, qui faisait une reprise d'un classique de Neil Diamond. Lui, il est curieux, il le sort de la poubelle, il écoute, il le met dans son film et le disque de la poubelle devient un tube international. David est reparti. Ça, c'est Tarantino qui l'a trouvé dans la poubelle. C'est quand même C'est très génial. western, ça aussi. Hein. Aussi, Très 2 western. millions d'exemplaires vendus entre 94 et 96 pour cette BO. C'est moins que Titanic, mais c'est mieux que Les Choristes. Et je vous encourage à revoir donc, Pulp Fiction. Et pourquoi pas, ça peut vous occuper une soirée un petit peu couvre-feu. Essayez de remettre les scènes dans l'ordre. Mais oui, écoutez Pulp Fiction au Petite cinéma. remarque peut-être intéressante, puisqu'on parlait des monstres qui font des œuvres d'art. Pulp Fiction est produit par Harvey Weinstein, qui purge une peine de 23 ans de prison près de New York pour pour les actes et les crimes qu'il a commis. Donc, si vous voulez, est-ce qu'il faut continuer à regarder les films produits par Harvey Exactement, Weinstein? c'est la même question. C'est une question. On adore Pulp Fiction malgré ça, et pourtant c'est une réalité. Un film que vous allez adapter au cinéma prochainement, le dernier livre par exemple, ce livre qui raconte votre nuit dans un Paris troublé de mouvements sociaux, ça pourrait s'adapter au cinéma? Je suis en train d'y travailler, mon cher. Vous êtes très bien informé. J'ai écouté ce que vous disiez en coulisses tout à l'heure. L'homme qui pleure de rire, enfin c'était un le smiley petit emoji. qui pleure de rire. Ouais. Et on est en train voilà, j'ai fini une première version du scénario. Avec quelqu'un dans votre rôle? De la radio? Et je ne sais pas. On va essayer. Et qui jouerait le rôle principal du narrateur? C'est une vedette. Discussion. Bien sûr, il ne dira rien.